Si vous aimez les vrais mystères, les histoires oubliées et les secrets qui ne devraient jamais être révélés, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cela nous permet de continuer à raconter des histoires que peu de gens ont le courage de partager. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, d'où regardez-vous. Ces histoires voyagent plus loin que nous ne l'imaginons. Le manoir se dressait sur la colline comme une cicatrice ancestrale que personne n'avait réussi à effacer. Situé aux abords de Colmar, en Alsace, la propriété était restée fermée pendant des décennies, auréolée de rumeurs transmises de génération en génération sans jamais être officiellement confirmée. On l'appelait simplement la maison grise aucun panneau. Aucun nom dans les registres touristiques, aucune mention dans les guides historiques. Pourtant, tous les habitants de la région savaient exactement où il se trouvait et évitaient d'y passer après le coucher du soleil. Quand Étienne Mauroil signa le contrat d'achat, mais sans enthousiasme, pour lui, l'hôtel particulier n'était qu'un bien sous-évalué de plus. Des murs épais, un vaste terrain, une architecture de la fin du XIXe siècle et un prix inexplicablement bas pour les standards français. Historien de formation et investisseur immobilier par nécessité, Étienne avait appris à distinguer les légendes des faits. Et les documents, du moins dans les archives officielles, ne révélaient rien d'autre qu'une longue succession de propriétaires qui avaient discrètement disparu des registres. L'antagonisme entre Étienne et le manoir lui-même était manifeste dès le premier instant. Tandis qu'il y voyait des chiffres, des possibilités de restauration et un potentiel de rentabilité, le bâtiment semblait lui résister. Les hautes fenêtres restaient recouvertes d'une épaisse couche de poussière, comme des yeux qui refusaient de s'ouvrir. Le portail en fer grinça lorsqu'on le força à s'ouvrir pour la première fois en près de 40 ans. Et son écho résonna sur la colline, un son entre lamentation et avertissement. L'origine de la propriété remonte à 1938, elle avait été acquise par un industriel allemand installé en France peu avant la guerre. Son nom apparaissait de manière irrégulière dans les documents, tantôt en toutes lettres, tantôt seulement sous forme d'initiales. Un détail qu'Étienne avait remarqué, mais qu'il ne jugeait pas encore pertinent. Pendant l'occupation allemande, l'hôtel particulier avait été inexplicablement agrandi, se dotant d'un vaste sous-sol qui n'était pas prévu dans les plans initiaux de la commune. Le conflit principal a commencé discrètement, presque imperceptiblement. En parcourant les couloirs du rez-de-chaussée, Étienne remarqua des marques sur les murs récemment recouverts d'une vieille peinture. Des symboles géométriques tracés avec précision, non pas décoratifs, mais fonctionnels. Des mesures, des indications. Il ne s'agissait pas de graffitis aléatoires, ni de dégâts structurels. Quelqu'un avait marqué cet espace intentionnellement. Au lieu de s'attarder à la réflexion, Étienne passa à l'action. Il photographia chaque symbole, catalogua chaque espace et les compara à d'anciens plans. Le schéma qui se dessina n'était pas d'ordre architectural, mais logistique. L'agencement des pièces suggérait une circulation maîtrisée, une insonorisation et des zones de confinement. Ce n'était pas une simple résidence de luxe, cela ne l'avait jamais été. La tension monta lorsqu'il tenta d'accéder au sous-sol. La porte, dissimulée derrière une bibliothèque fixe, ne figurait dans aucun registre officiel. Son mécanisme d'ouverture exigeait une pression simultanée sur des points précis du bois, une conception qui ne pouvait venir que de quelqu'un soucieux d'éviter toute découverte fortuite. Lorsqu'il parvint à l'ouvrir de force, l'air qui s'échappa de l'intérieur exhala une odeur métallique et rance, différente de celle des moisissures ordinaires. C'était l'odeur de quelque chose qui avait été maintenu sous scellé non pas par hasard, mais intentionnellement. L'antagoniste, bien qu'encore sans visage, commençait à prendre forme. Le passé délibérément enfoui du manoir, un passé qui refusait d'être observé, analysé ou reconstitué. Chaque pas d'Étienne semblait contredire un ordre silencieux établi des décennies auparavant. À l'extérieur, la réaction de la communauté locale fut immédiate. Des voisins qui n'avaient jamais manifesté le moindre intérêt pour la demeure commencèrent à l'observer de loin. Un ancien employé de la mairie refusa de fournir des documents supplémentaires,
lorsqu'il apprit l'identité du nouveau propriétaire. Un restaurateur engagé abandonna le chantier après une seule visite, déclarant simplement que certaines structures ne doivent pas être touchées. Néanmoins, Étienne avança. Le mystère s'épaissit lorsqu'il découvrit au fond d'une armoire scellée une boîte métallique contenant des négatifs photographiques. Les images, non encore développées, étaient soigneusement numérotées. Les dates s'échelonnaient entre 1941 et 1944, pas de légende. Pas de nom, juste des visages flous, des couloirs reconnaissables et des symboles identiques à ceux gravés sur les murs du manoir. Il n'y avait aucune preuve explicite. Aucune croix gammée visible. Aucun document direct reliant la maison au régime nazi. Juste assez d'indices pour soulever une question qu'Étienne ne pouvait plus ignorer. Si rien ne s'est passé là-bas, pourquoi tant d'efforts pour le cacher? À partir de cet instant, l'achat cessa d'être un investissement. Il devint une confrontation entre un homme convaincu que chaque histoire pouvait être révélée et un lieu bâti pour que certaines restent à jamais secrètes. Dans les jours qui suivirent la découverte de la porte cachée, Étienne Moreau-Hill commença à vivre entre deux mondes. Le jour, il suivait le train-train quotidien d'un investisseur. De brèves réunions dans le centre historique de Colmar, des cafés silencieux où les habitants chuchotaient à son approche, des regards fuyants, trop rapides pour être anodins. La nuit, il regagnait l'hôtel particulier où le silence était absolu, non pas le silence paisible d'une demeure abandonnée, mais un vide dense, presque oppressant, comme si l'air lui-même était en suspens. Un maison grise n'était pas un lieu statique. Chaque pièce réagissait subtilement à la présence humaine. Les planchers craquaient seulement à certains endroits, les portes semblaient moduler leur résistance selon l'heure, et la température variait brusquement d'un couloir à l'autre. Étienne n'attribua pas cela au surnaturel, mais à des techniques d'ingénierie anciennes, conçues pour la régulation thermique et l'isolation, des solutions courantes dans les bâtiments militaires de la Seconde Guerre mondiale. Les alentours du manoir renforçaient l'impression d'un isolement délibéré. La colline avait été partiellement déboisée dans les années 1940, d'après les archives agricoles locales, offrant un large champ de vision qui permettait d'observer quiconque s'approchant à plusieurs centaines de mètres. Ce n'était pas un choix esthétique, mais stratégique. La route d'accès étroite et sinueuse rendait la circulation difficile pour les poids lourds et obligeait tout visiteur à ralentir. Un détail qu'Étienne avait remarqué en comparant d'anciennes cartes avec les cartes actuelles. Les personnages secondaires ont commencé à émerger organiquement, presque à contre-cœur. Madame Lefebvre, archiviste retraitée de la mairie, a accepté de parler uniquement en dehors de ses heures de travail, loin des bâtiments publics. Elle n'a fourni aucune explication détaillée. Elle s'est contentée de souligner les lacunes, des registres fiscaux inexistants datant de l'occupation allemande, des permis de construire délivrés sans plan, et un incendie accidentel, en 1952, qui a détruit une partie des archives relatives à l'hôtel particulier. Ses mains tremblaient en feuilletant les documents, non pas à cause de l'âge, mais à cause de ses souvenirs. Un autre personnage a gagné en importance. Julien Kessler-Julien, restaurateur de patrimoine historique et descendant d'une famille alsacienne ayant vécu l'occupation de manière ambiguë, français par identité, allemand par imposition linguistique et administrative, connaissait les techniques de construction utilisées par les ingénieurs allemands pendant la guerre et a immédiatement reconnu les motifs dans le sous-sol du manoir. Il n'apportait aucun jugement moral, se contentant de déclarer que ce type de structure n'était pas utilisé pour l'habitation. L'antagoniste humain commença à prendre forme non pas comme une personne vivante, mais comme un réseau de silence. Hérité, les familles restées dans la région après la guerre apprirent que certaines questions entraînaient des conséquences sociales, isolement, perte de contrat, regards suspicieux. La culture locale, marquée par l'alternance forcée entre la France et l'Allemagne au fil de l'histoire, avait appris à ses habitants à survivre par le silence. Des éléments culturels spécifiques à la France d'après-guerre imprégnaient chaque interaction.
L'obsession bureaucratique pour les documents contrastait avec leur absence délibérée. Le respect du patrimoine historique coexistait avec un refus de restaurer certains lieux. Le manoir était une plaie mal cicatrisée dans un pays qui avait préféré reconstruire trop vite. À l'intérieur, de maisons grises, les objets parlaient plus fort que les gens. Des meubles en chêne renforcés de métal, des armoires numérotées par des codes et non par des lettres, et des marquages au sol indiquant l'emplacement précis des tables ou des brancards. Rien n'était improvisé. Tout obéissait à une logique fonctionnelle rigoureuse, typique des centres de commandement ou de recherche. Étienne n'a pas reçu de menaces directes, ni lettres, ni appels anonymes, ni avertissements explicites. L'antagonisme s'est manifesté autrement: refus de demande de permis sans justification claire, retrait d'entreprises de contrat après des visites informelles des autorités locales, et reclassement soudain de l'hôtel particulier en zone d'intérêt historique sensible, limitant ainsi les interventions structurelles. Pourtant, le passé s'insinuait sans cesse dans le présent. En développant les négatifs, Étienne remarqua des détails qu'il n'avait jamais vus auparavant. Des uniformes sans insigne distinctif, des visages trop jeunes pour des fonctions administratives et des expressions vides, presque cliniques. Ce n'étaient pas des prisonniers ordinaires, ni des civils, quelque chose entre les deux. Le monde de l'histoire se consolidait en un espace où l'horreur ne criait pas. Il se dissimulait derrière la normalisation, l'architecture rigoureuse, la coopération silencieuse d'une communauté qui avait appris à survivre en oubliant. Et Étienne, en s'obstinant à se souvenir, devenait une anomalie. Celui qui menaçait de rouvrir un pan enfoui sous le poids de la méthode et du consensus. Le conflit cessa d'être latent dès l'instant où Étienne Moreau-Hill décida d'intervenir physiquement dans la structure du sous-sol. Jusque-là, le manoir n'avait résisté que par l'inaction, portes dissimulées, documents manquants, personnes trop peu bavardes. À présent, en tentant de retirer le béton scellé d'un des murs inférieurs, il provoqua une réaction directe, quasi immédiate. Le premier obstacle s'est présenté sous la forme d'une inspection inattendue. 2 employés de direction régionale des affaires culturelles, ils sont apparus sans prévenir, munis d'ordres vagues et d'un intérêt soudain pour l'intégrité historique du bien. Ils n'ont accusé Étienne de rien. Ils ont simplement déambulé dans la cave avec une attention excessive, posant des questions trop techniques pour une simple visite. En partant, ils ont laissé un vague message. Toute fouille supplémentaire nécessiterait des autorisations dont l'obtention pourrait prendre des mois. Étienne ne recula pas. Il réorienta ses actions. S'il ne pouvait avancer par la force, il avancerait par l'information. Julien Kessler, d'abord réticent, a finalement accepté de collaborer. À l'aide d'instruments de mesure non invasifs, ils ont identifié des différences de densité dans les murs du sous-sol, des espaces sous vide, scellés avec une précision chirurgicale, étaient conçus pour être indétectables par les méthodes traditionnelles. Chaque espace présentait les mêmes dimensions, suggérant une utilisation répétée et non un stockage aléatoire. Entre-temps, le comportement du manoir changeait. Non pas de façon surnaturelle, mais de façon fonctionnelle. Les vieux systèmes de ventilation se mirent à réagir lorsqu'on accédait à certaines parties du sous-sol. Des courants d'air apparurent là où il ne devait pas y en avoir. Le bâtiment, conçu des décennies auparavant, réagissait comme une vieille machine qui obéissait encore à des ordres. L'antagonisme humain est devenu plus visible lorsque Madame Lefebvre, elle, cessa de répondre aux messages. Peu après, Étienne découvrit qu'elle avait été hospitalisée subitement sans diagnostic. Aucun lien direct n'était établi, mais le schéma était clair. Chaque avancée se heurtait à une résistance proportionnelle, jamais explicite, toujours institutionnelle ou sociale. De nouveaux obstacles sont apparus au sein même de l'enquête. L'agrandissement numérique des négatifs photographiques a révélé des chiffres peints directement sur les murs, en arrière-plan des images.
Il ne s'agissait ni de dates, ni de codes militaires connus, mais de séquences internes, répétées dans différentes pièces. Problème, ces séquences ne correspondaient à aucune pièce répertoriée sur un plan officiel. L'introduction de ces nouveaux éléments a modifié la nature du conflit. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir le passé du manoir, mais de comprendre la logique de la dissimulation. Celui qui a conçu cet espace ne pensait pas seulement à son utilisation, mais aussi à sa disparition future. Des personnages secondaires commencèrent à influencer indirectement le conflit. Un homme d'affaires local proposa d'acheter le manoir pour 3 fois le prix payé par Étienne, sans même l'avoir visité. L'offre était inhabituellement urgente et assortie de clauses de confidentialité strictes. Le refus d'Étienne fut accueilli par un silence absolu. Aucune objection, aucune insistance, juste la rupture brutale de toute communication. En interne, Étienne commença à en subir les conséquences concrètes. Contrat gelé, compte audité, permis reporté sine die. Rien d'illégal. Tout était dans les règles. Le conflit évolua non par des confrontations directes, mais par asphyxie progressive. Le moment le plus tendu survint lorsqu'un des murs creux céda partiellement. Derrière le béton, rien, si ce n'est un étroit couloir inachevé, éclairé seulement par la lampe torche d'Étienne. Les murs portèrent des traces de travaux. Des rails métalliques, des crochets arrachés et des rainures verticales dans le sol, comme si un objet lourd avait été déplacé à plusieurs reprises au même endroit. Le couloir débouchait brusquement sur une pièce circulaire. Au centre, une structure métallique était fixée au sol. Il n'y avait aucun instrument, seulement le support. Cette absence était plus troublante que n'importe quel objet trouvé jusqu'alors. Cette même nuit, le système électrique du manoir tomba complètement en panne. La panne ne se limita pas à la propriété. Elle affecta toute la colline. La coupure dura exactement 12 minutes. Suffisamment de temps pour que quelqu'un soit entré ou sorti. Le lendemain matin, Étienne constata des signes indéniables d'une présence récente. De la poussière déplacée, des empreintes de bottes modernes et la porte cachée de la bibliothèque entr'ouverte. Rien n'avait été volé. Rien n'avait été cassé. Le message était clair. Il n'était pas seul dans l'enquête. Le conflit avait atteint un nouveau niveau. Il ne s'agissait plus seulement du passé réagissant au présent, mais du présent s'efforçant de préserver le silence du passé. Chaque nouvelle découverte apportait moins de réponses et révélait davantage de couches de dissimulation, déplaçant le récit vers un terrain où le danger ne venait plus de fantômes ou de mythes, mais de personnes réelles, héritières d'un système qui avait appris à survivre en effaçant ses traces. Et Étienne, en insistant, devint le principal obstacle à cet héritage. Les intrigues secondaires commencèrent à s'entremêler au conflit principal de manière presque imperceptible, comme des fils qui, pris isolément, semblaient insignifiants, mais qui, ensemble, formaient un réseau de confinement. L'enquête de Étienne Moroel ne se déplaçait plus en ligne droite. Elle se repliait sur elle-même, créant des pressions parallèles qui amplifiaient la tension, sans détourner le point focal central. L'une de ces intrigues secondaires est née de Julien Kessler à mesure que sa collaboration s'intensifiait. Julien commença à se pencher sur l'histoire de sa propre famille. Son grand-père, décédé sans jamais avoir évoqué les années d'occupation, avait travaillé comme entrepreneur du bâtiment entre 1940 et 1943. De vieux documents, conservés sans raison apparente, révélaient des paiements effectués par une société écran liée à la région de Colmar, la même qui apparaissait de façon fragmentaire dans les archives de l'hôtel particulier. Julien ne cherchait ni rédemption ni absolution. Il tentait simplement de comprendre pourquoi sa famille avait appris à considérer cette période comme un tabou. Cette découverte a ajouté une dimension morale au conflit. Le manoir n'avait pas été entretenu uniquement par des acteurs extérieurs, mais aussi par une collaboration locale, souvent forcée, parfois opportuniste. La frontière entre victimes et complices s'est estompée, rendant tout jugement simpliste impossible. Une autre intrigue secondaire est apparue dans la sphère administrative.
La classification de maisons grises, considéré comme un actif précieux, il devint un instrument de pression temporelle. Chaque demande d'Étienne était repoussée à des échéances indéfinies. Chaque retard engloutissait des ressources financières et compromettait sa capacité à poursuivre son travail. Le temps se muait en un adversaire silencieux, œuvrant pour l'oubli. Parallèlement, un journaliste indépendant, Claire Duval-Claire, le contacta après avoir décelé une activité inhabituelle dans les archives régionales. Elle ne cherchait pas de scandale facile. Elle se spécialisait dans les affaires étouffées par la bureaucratie. Son enquête comportait à la fois des risques et des opportunités. Publier quelque chose pourrait protéger Étienne d'une exposition publique, mais cela pourrait aussi déclencher des réactions plus agressives de la part de ceux qui préféraient garder le silence. La pression du temps s'intensifia lorsqu'Étienne reçut une notification finale. Toute intervention non autorisée entraînerait la saisie totale du bien. Il disposait d'un délai très court pour agir, quelques semaines et non des mois. Le récit s'accéléra naturellement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des dialogues répétitifs ou à des explications forcées. À l'intérieur du manoir, de nouvelles complexités apparurent. Un relevé complet du sous-sol révéla des incohérences délibérées, des couloirs non alignés avec la structure supérieure, des pièces circulaires sans fonction apparente et des zones d'insonorisation absolue. Ces espaces n'étaient pas le fruit du hasard, mais la réponse à des besoins spécifiques, des besoins que personne n'avait officiellement consignés. L'intrigue secondaire la plus troublante est apparue lorsqu'Étienne a comparé les numéros figurant sur les négatifs photographiques avec les registres hospitaliers de la région datant de la guerre. Il n'a pas trouvé de nom. Il a trouvé lacunes statistiques, des baisses soudaines du nombre de patients transférés, des décès sans cause déclarée et des rapports médicaux incomplets. Rien de suffisant pour accuser directement qui que ce soit, mais suffisamment pour suggérer un dysfonctionnement du système. Ces découvertes n'ont pas nui au récit. Au contraire, elles ont renforcé le conflit central, en montrant que le manoir n'était qu'un maillon visible d'un réseau plus vaste. L'histoire ne se limitait pas à ses murs. Elle rayonnait vers les institutions, les familles et les archives disséminées dans toute la région. Les tensions atteignirent un nouveau sommet, lorsque Claire signala que son accès à certains documents lui avait été retiré après avoir mentionné le manoir dans une demande officielle. Quelqu'un surveillait non seulement les agissements d'Étienne, mais aussi toute tentative de contact extérieur. L'intrigue journalistique, qui aurait pu lui offrir une protection, représentait désormais un risque supplémentaire. Toutes ces lignes convergeaient vers un seul point. Le temps pressait. Chaque intrigue secondaire ajoutait du suspense sans allonger inutilement le récit. Chaque révélation resserrait le dialogue, menant inévitablement à une confrontation directe, non pas physique, mais historique et institutionnelle. Rien ne pouvait rester caché indéfiniment. Et en même temps, tout avait été conçu pour résister à l'épreuve du temps. Le manoir, silencieux et précis, demeurait au centre de tout, non pas comme un lieu hanté, mais comme une machine à oublier encore en marche. Le tournant ne s'est pas produit suite à une explosion de révélations, mais à une erreur de calcul. Étienne Moreau, pressé par les délais administratifs et la surveillance accrue, il décida d'accéder à la dernière zone inexplorée du sous-sol aux premières heures du matin, lorsque les risques de contrôle étaient minimes. Ce geste n'avait rien de théâtral. Il traduisait simplement le constat que le temps de la prudence était révolu. L'entrée était dissimulée sous une couche de béton plus récente, distincte du reste de la structure. Cette différence de composition révélait une intervention d'après-guerre, réalisée non pas pour construire, mais pour fermer quelque chose. Lorsque le béton a cédé, l'espace révélé n'était pas vaste. Il était nécessaire, défini, final. La pièce ne contenait que 3 éléments. Une table en métal fixée au sol, un système d'évacuation rudimentaire et un mur couvert d'inscriptions presque effacées. Ce n'étaient pas des symboles idéologiques. C'étaient dossiers opérationnels, des horaires, des chiffres, des abréviations médicales. Ce qui rendait la chose d'autant plus troublante, c'était l'absence totale de noms. Les gens étaient réduits à de simples séquences fonctionnelles.
La révélation décisive survint lorsqu'Étienne réalisa que les chiffres correspondaient exactement à ceux figurant sur les négatifs photographiques et, plus encore, aux lacunes statistiques des dossiers hospitaliers. Le manoir n'avait pas été un simple lieu de détention ou de commandement. Il avait été un centre expérimental clandestin agissant, même en dehors de la hiérarchie nazie officielle. L'élément inattendu est apparu sous la forme d'un détail technique. Les enregistrements ont continué après 1945. Il y avait des dates après la libération de la France, peu nombreuses, espacées, mais indubitables. Quelqu'un avait maintenu la structure en activité, même après l'effondrement du régime qu'il avait créé. Le manoir avait cessé d'être un instrument de guerre et était devenu un secret bien pratique, préservé par de nouvelles autorités qui préféraient le silence à la révélation. L'antagoniste prenait enfin une forme concrète. Non pas une personne, mais continuité institutionnelle. L'horreur ne fut pas interrompue. Elle fut réutilisée. Avant qu'Étienne ait pu tout documenter, le courant fut coupé dans le manoir. Pas une panne générale, seulement dans la propriété. Le groupe électrogène de secours, remis en service des semaines auparavant, avait dysfonctionné de manière sélective. Quelqu'un connaissait l'infrastructure aussi bien que lui. Dans l'obscurité, des pas résonnèrent, sous terre. Un rythme lent, presque calculé. Lorsque la lumière revint, quelques minutes plus tard, certaines inscriptions avaient disparu, effacées à l'aide de solvants industriels. Pas toutes. Suffisamment pour fragmenter le récit, suffisamment pour semer le doute. Le tournant final s'est produit le lendemain matin lorsque Claire Duvalil a publié un article préliminaire. Il n'a pas mentionné directement le manoir. Il a parlé de continuité administrative d'après-guerre, concernant le fait que certains fichiers n'ont jamais été ouverts et que certaines infrastructures sensibles ont été préservées sous de nouveaux prétextes. La réaction fut immédiate, non pas une répression explicite, mais une validation involontaire. Un porte-parole du gouvernement régional a nié l'existence de toute activité irrégulière passée dans la région, une dénégation disproportionnée à un article qui, officiellement, ne formulait aucune accusation. Étienne comprit alors l'ampleur de sa découverte. Il ne s'agissait pas simplement de mettre au jour un crime passé, mais de révéler chaîne de décisions qui avaient traversé les régimes, les idéologies et les décennies. Le manoir n'était que le point de départ de cette chaîne. Le tournant s'est opéré intérieurement lorsqu'Étienne a cessé de se considérer comme un enquêteur ou un propriétaire. Il était devenu un risque systémique. Chaque action future aurait des conséquences qui dépasseraient le cadre de sa propre sécurité. L'histoire prenait une tournure inattendue. Jusque-là, l'objectif était de découvrir ce qui s'était passé. Désormais, la question était tout autre. Que faire d'une vérité qui n'aurait jamais dû survivre? Les conséquences de ce point de bascule ne se sont pas manifestées par des explosions de violence ou des menaces directes. Elles se sont propagées plus insidieusement par le biais d'ajustements administratifs, de changements de comportement et de silences concertés. Étienne Moroil s'en est rendu compte dans les 48 heures suivant la publication de l'article « Claire Duval ». La demeure a été officiellement fermée pour évaluation structurelle d'urgence. Cette formulation vague, qui permettait de justifier n'importe quelle intervention, a empêché Étienne d'accéder à des parties essentielles de la propriété. Des techniciens mandatés par la région ont installé des capteurs, condamné certaines zones du sous-sol et emporté le matériel qu'il avait apporté pour documenter les lieux. Rien n'a été formellement confisqué. Le matériel a simplement été placé sous garde provisoire. La réaction de la population locale fut encore plus révélatrice. Ceux qui, auparavant, l'observaient de loin, évitaient désormais complètement la colline. Les marchands qui le servaient régulièrement commencèrent à abréger les conversations. Il n'y avait pas d'hostilité ouverte, seulement le rétablissement d'un pacte tacite d'évitement. Étienne était devenu un rappel gênant d'une réalité que tous avaient appris à ignorer. Julien Kessler a mis fin à la collaboration. Non pas par désaccord idéologique, mais par simple nécessité.
Une inspection inopinée de son atelier a révélé d'anciennes irrégularités, trop mineures pour justifier des sanctions sévères, mais suffisantes pour semer le trouble. Le message était clair. Claire, quant à elle, a subi des conséquences plus visibles. Son accès aux sources institutionnelles a été quasiment bloqué. Les invitations à des entretiens ont disparu. Parallèlement, son article a commencé à circuler dans des forums spécialisés et des groupes universitaires internationaux. La tentative de censure a paradoxalement engendré une diffusion sélective. Étienne réagit avec pragmatisme. Au lieu d'affronter directement les autorités, il commença à redistribuer l'information. Des copies cryptées de documents, d'images et d'analyses ont été envoyées à des universités, des archives indépendantes et des organisations de défense des droits historiques. L'objectif n'était pas de provoquer un scandale immédiat, mais d'assurer la pérennité de l'information. S'il ne pouvait plus s'exprimer ouvertement, il veillerait à ce que ces informations ne disparaissent plus. Intérieurement, la transformation du protagoniste devint manifeste. L'homme qui, au départ, considérait le manoir comme un atout, acceptait désormais les pertes financières considérables comme un coût inévitable. Ses actions, autrefois guidées par la curiosité, obéissaient à un principe: empêcher le silence de s'installer à nouveau. La réaction institutionnelle finale prit la forme d'une proposition. Un représentant légal, jamais identifié publiquement, offrit à Étienne un accord, une compensation substantielle, le reclassement du manoir en lieu de mémoire fermé au public et un engagement à une révision historique ultérieure. Rien d'illégal, rien de contraignant. Juste une tentative élégante de neutralisation. Le refus d'Étienne fut silencieux. Cette décision eut des conséquences immédiates. Ses avoirs furent soumis à des audits continus, ses projets à l'étranger gelés en raison d'incohérences documentaires, et sa mobilité restreinte par des demandes administratives successives. Il ne s'agissait pas de persécution au sens classique du terme, mais de immobilisation progressive. Le manoir, désormais cerné de rubans adhésifs officiels et sous surveillance discrète, était devenu un symbole inversé. Plus un lieu oublié, mais un point de tension institutionnelle. Chaque tentative de l'enfouir davantage ne faisait que renforcer son existence. La conséquence la plus profonde, cependant, se situait au niveau narratif. Le conflit s'est définitivement déplacé du passé au présent. Le débat ne portait plus uniquement sur les événements de la guerre, mais pourquoi certaines vérités restaient gênantes. Des décennies plus tard, Étienne savait qu'il n'y aurait pas de solution simple. Il n'y aurait ni aveu public, ni procès tardif. Le système était conçu pour absorber les chocs, non pour s'effondrer. Pourtant, quelque chose avait changé. On ne pouvait plus ignorer le manoir. Les réactions s'étaient cristallisées. Le silence n'était plus absolu. Et même fragmenté, la vérité commençait à circuler, lentement, tenacement, impossible à saisir pleinement. Surmonter Étienne Moreau-Cela ne s'est pas manifesté par un triomphe visible, mais par une adaptation stratégique. Privé d'accès direct au manoir et cerné d'obstacles administratifs, il comprit que persister dans les mêmes méthodes ne ferait que renforcer le contrôle exercé sur ses actions. Dans ce contexte, grandir signifiait changer de forme, non d'objectif. Le premier changement fut comportemental. Étienne réduisit drastiquement sa présence publique concernant la propriété. Il se mit à remplir toutes les formalités administratives avec une précision excessive, remettant les documents avant les échéances et répondant aux notifications avec une formalité quasi mécanique. L'image qu'il projetait était celle d'un propriétaire résigné et fatigué, disposé à négocier. Cette attitude n'était pas de la soumission, mais un camouflage. Parallèlement, il a approfondi son implication dans les réseaux universitaires internationaux, non pas en tant que lanceur d'alerte, mais en tant que chercheur. Il a replacé le manoir dans le contexte d'études plus vastes sur infrastructures clandestines européennes d'après-guerre. Ce faisant, elle a atténué son caractère unique sans pour autant en nier l'importance. Elle a ainsi dédramatisé un scandale isolé et l'a intégré à un schéma historique difficilement réfutable.
La maturité d'Étienne s'est manifestée dans sa façon d'affronter les pertes, projets abandonnés, ressources épuisées, isolement social. Rien de tout cela ne l'a fait reculer, non par idéalisme romantique, mais par une lucidité acquise. Il comprenait désormais que le véritable affrontement ne se déroulait ni dans les tribunaux, ni à la une des journaux, mais persistance de la mémoire. De nouveaux défis ont surgi, imposant cette évolution. Une procédure administrative a été ouverte, remettant en cause la légalité de l'acquisition initiale du manoir, sur la base de documents incomplets datant des années 1950. Il s'agissait d'une tentative flagrante de confiscation du patrimoine. Au lieu de s'indigner, Étienne a répondu par des faits, documents recoupés, avis indépendants et références au traité européen de restitution du patrimoine. Il n'a pas obtenu gain de cause, mais il a empêché la procédure de progresser trop rapidement. La transformation du protagoniste se reflétait également dans ses relations. Avec Julien, le lien passa d'une collaboration active à une complicité silencieuse. Ils ne se voyaient plus. Ils n'échangeaient plus que les informations essentielles par des canaux sécurisés, sans commentaires personnels. Tous deux avaient compris que s'exposer émotionnellement était un risque inutile. Avec Claire, la relation prit une autre dimension. Elle cessa d'être une simple journaliste et devint une médiatrice entre différents mondes, universitaire, juridique et médiatique. Étienne apprit à faire confiance, non pas à sa visibilité, mais à sa capacité à créer une continuité narrative, des histoires qui n'ont pas disparu après un cycle d'actualité. Au cours de ce processus, Étienne a dû relever son plus grand défi intérieur, renoncer au besoin de contrôle absolu. Il a accepté qu'il ne serait pas celui qui révélerait tout, ni celui qui conclurait l'histoire. Son évolution a consisté à s'assurer que d'autres pourraient continuer même si on l'enlevait de l'équation. Ce changement est devenu évident lorsqu'il a décidé de faire don d'une partie de la collection documentaire à un institut européen de mémoire historique, à condition que celle-ci soit divulguée progressivement. Il ne recherchait pas un impact immédiat, mais la pérennité. L'information n'était plus de sa seule responsabilité. Le protagoniste n'était plus mu par la curiosité ni par l'indignation. Ses actions étaient devenues délibérées, mesurées, guidées par une compréhension profonde des forces en jeu. Il ne cherchait plus à renverser le système, mais seulement à empêcher qu'il ne referme complètement le cycle de l'oubli. La transformation d'Étienne fut silencieuse, presque imperceptible pour les observateurs extérieurs, mais intérieurement, elle était profonde. Il avait cessé de réagir et avait commencé à anticiper de l'enquête au passage à Préservère. Ce dépassement n'a pas éliminé le conflit, mais l'a plutôt déplacé sur un terrain où la répétition d'obstacles déjà surmontés n'avait plus aucun effet. Le récit approchait de son dénouement. Le protagoniste n'était plus celui qui avait franchi pour la première fois le portail rouillé du manoir. Et précisément pour cette raison, il était devenu plus dangereux pour ceux qui misaient sur la fatigue, la peur et l'oubli comme alliés. La montée en puissance jusqu'au point culminant ne comportait aucun mouvement ample et visible, mais plutôt résolution silencieuse. Les intrigues secondaires, auparavant dispersées, ont commencé à se rejoindre presque automatiquement, comme des engrenages s'alignant pour une seule et unique avancée finale. Étienne Moreau, je savais que la confrontation décisive ne serait ni physique ni immédiate. Elle serait institutionnelle, historique et irréversible. Le premier obstacle à surmonter fut d'ordre administratif. La procédure contestant la légalité de l'acquisition du manoir fut suspendue, faute de preuves suffisantes. Ce n'était pas une victoire, mais un match nul stratégique. Le véritable objectif, gagner du temps, avait été atteint. Grâce à cela, Étienne obtint un élément essentiel. La saisie du bien ne pouvait se faire sans attirer l'attention indésirable du public. Julien Kessler a définitivement rompu tout lien officiel avec l'affaire.
Ces documents familiaux, numérisés et catalogués, ont été envoyés à un centre d'archives à l'étranger. L'intrigue secondaire de la culpabilité héréditaire s'est conclue non par un acquittement, mais par transfert de responsabilité. L'histoire n'était plus seulement personnelle. Claire Duval publia son dernier article sur le sujet, toujours sans mentionner directement le manoir. Le texte traitait des mécanismes de réutilisation des infrastructures clandestines dans l'Europe d'après-guerre. L'enquête journalistique s'arrêta là, non pas par censure, mais par choix stratégique. Insister sur un point précis aurait accru le risque d'un blackout total. L'information essentielle circulait déjà. Les intrigues secondaires résolues, l'attention se recentra entièrement sur le cœur du conflit. Étienne organisa méthodiquement les éléments restants. Il n'y avait plus rien à découvrir dans le manoir. Il ne restait plus qu'à décider du moment. Les tensions s'exacerbèrent lorsqu'un audit final fut programmé pour la propriété sous couvert d'une évaluation définitive de la sécurité structurelle. Étienne reconnut la véritable importance. Il s'agissait de la dernière occasion institutionnelle de sceller complètement le manoir, peut-être pour toujours. Le rythme du récit s'accéléra. Il n'y avait plus de place pour les longues réflexions. Chaque action avait un but précis. Étienne prépara un dossier final, structuré non pas comme un acte d'accusation, mais comme documentation technique historique. Un mélange d'architecture, de dossiers médicaux fragmentés et de décisions administratives d'après-guerre. Des éléments difficiles à réfuter et encore plus difficiles à ignorer. Dans le même temps, il a programmé la diffusion automatique des archives numériques en cas de survenance de certains événements. Fermeture définitive sans explication, expropriation forcée ou disparition du matériel physique. Il ne s'agissait pas d'une menace explicite, mais d'une garantie de continuité. Le système n'était plus dépendant de lui. Le manoir, entouré et gardé, attendait son destin. Non pas comme un lieu maudit, mais comme un fichier non officiel dont l'existence même représentait un risque. La tension atteignit son paroxysme, non pas à cause de ce qui pouvait encore être découvert, mais à cause de ce qui allait être officiellement effacé. À la veille de l'audit, Étienne se rendit une dernière fois au portail de la propriété sans autorisation. Il n'entra pas. Il observa de loin. Ce geste n'était pas empreint de nostalgie, mais de détermination. Il n'avait plus besoin de cet espace physique pour étayer son récit. Tout était prêt pour le dénouement. Les pièces du puzzle étaient en place. Les intrigues secondaires étaient résolues. Le temps, jadis l'ennemi, se retournait désormais contre ceux qui misaient sur le silence. Il ne restait plus qu'à choisir entre les deux, enterrer définitivement le manoir, ou de reconnaître, même indirectement, ce qu'il représentait. Le point culminant n'a pas commencé avec l'audit lui-même, mais avec ce qui a suivi avant elle. Aux premières heures précédant l'inspection finale, une annonce inattendue a été publiée dans le bulletin officiel régional. Maison Griselle serait reclassée en zone d'intérêt historique restreint, l'accès étant limité aux équipes techniques désignées par l'État. La mesure est entrée en vigueur immédiatement. Cette décision a tout résolu et en même temps a révélé beaucoup trop de choses. Pour Étienne Moreau, c'était la confirmation silencieuse de ce qu'il savait déjà. Le système avait choisi d'enterrer définitivement le manoir. Mais, en agissant ainsi de manière abrupte et préventive, il révélait sa peur. Et la peur, dans ce contexte, était une faiblesse. À 9 heures du matin, l'audit a commencé. 3 véhicules officiels, aucune presse, aucune annonce publique. Les techniciens sont entrés, sont restés un peu plus d'1 heure, puis sont repartis sans faire de commentaires. Il était clair que la procédure visait à remplir des formalités et non à mener une enquête. C'est alors que le véritable point culminant est survenu, non pas dans l'enceinte du manoir, mais à l'extérieur. À 11 heures, le dossier préparé par Étienne a été diffusé automatiquement. Ni une dénonciation accusatrice, ni un manifeste politique. Le document a été transmis simultanément à des universités européennes, des centres de mémoire historique, des conseils du patrimoine et des archives internationales. Un document technique, froid,
Impossible à qualifier de théorie du complot. Architecture, chronologie, schéma administratif, lacunes statistiques, aucune conclusion explicite, simplement des faits organisés de manière irréfutable. Le tournant est survenu lorsque les institutions indépendantes ont commencé à réagir en temps réel. Un institut allemand d'études historiques a officiellement demandé l'accès aux archives régionales françaises. Une université suisse a annoncé l'ouverture d'un séminaire consacré aux infrastructures clandestines d'après-guerre, citant ces documents comme première référence. Aucune accusation directe, simplement des questions trop importantes pour être ignorées. La tentative de contrôle s'est transformée en spectacle. En quelques heures, le manoir cessa d'être un problème local et devint un cas transnational. Il était impossible d'empêcher les questions posées en dehors de la juridiction d'origine. Le système, habitué à gérer les silences internes, n'était pas préparé à ce type de pression. La transformation d'Étienne devint manifeste au moment décisif. Il ne se montra pas, ne donna aucune interview, ne revendiqua pas la paternité de l'œuvre. Il disparut délibérément du cœur du récit. Son absence empêcha la personnalisation du conflit. Il n'y avait plus de visage à discréditer. L'antagoniste, la continuité institutionnelle du silence, fut contraint de réagir. Des déclarations contradictoires émergèrent. Des commissions d'évaluation furent annoncées sans calendrier précis. Le manoir, censé disparaître, devint un point fixe du débat historique. Le point culminant fut atteint quelques heures plus tard, avec le reclassement inattendu du bien, en site faisant l'objet d'un examen historique approfondi. Ce n'était pas un aveu de culpabilité, c'était quelque chose de plus rare. La reconnaissance que l'affaire ne pouvait plus être close unilatéralement. Un retournement de situation était possible. Le système ne s'est pas effondré, mais il n'a pas gagné non plus. Au cœur de ce moment, Étienne avait achevé sa transformation. L'homme qui avait commencé comme un investisseur curieux agissait désormais comme vecteur de mémoire, quelqu'un qui avait compris que le seul moyen de contourner un mécanisme d'effacement était de le rendre incapable de boucler la boucle. Le conflit central fut résolu d'une manière unique, non pas par la révélation complète de la vérité, mais par l'impossibilité de l'enterrer à nouveau. Le manoir restait debout, silencieux, sous surveillance. Mais pour la première fois depuis la guerre, trop agaçant pour être ignoré. La conclusion n'a pas apporté de clôture absolue, elle a apporté stabilisation. Après le point culminant, le monde de l'histoire s'est réorganisé autour d'une nouvelle réalité. Celle de Maison Grison ne pouvait plus la considérer comme une erreur administrative ou une curiosité gênante. Elle était désormais officiellement reconnue comme un problème historique. Dans les mois qui suivirent, des comités furent formés, des rapports publiés et des auditions promises. Rien n'avança rapidement, rien n'avança complètement. Pourtant, un élément essentiel avait changé. Les documents circulaient désormais hors du contrôle régional. Le passé, jadis confiné au manoir et à quelques archives triées sur le volet, était devenu distribué. Le manoir demeura fermé au public, entouré, surveillé, techniquement préservé. Aucune nouvelle fouille ni révélation spectaculaire n'eut lieu. Mais il n'y eut pas non plus de démolition, de vente discrète, ni de négligence administrative. Le site devint un point fixe du débat universitaire, cité avec prudence, étudié avec rigueur. Les conséquences pour les personnages ont consolidé leur évolution. Étienne Moreau-Hill perdit presque tout ce qu'il avait prévu financièrement. Ses investissements dans la région furent abandonnés, ses projets immobiliers discrètement mis à l'arrêt. En contrepartie, il obtint quelque chose qu'il n'avait jamais consciemment recherché, l'autonomie morale. Il quitta Colmar sans faire d'adieux officiels et s'installa dans une autre ville européenne, où il reprit discrètement sa carrière universitaire. Non pas en héros, ni en victime, mais comme quelqu'un qui avait choisi de ne pas se laisser faire. Son parcours ne s'est pas conclu par une victoire personnelle, mais par la constance. Il n'a pas vaincu le système. Il l'a simplement empêché de régler le problème de lui-même.
Claire Duvalson œuvre fut citée à l'échelle internationale, bien au-delà des frontières locales. Il n'écrivit plus jamais directement sur le manoir, non par crainte, mais par choix éditorial. Son rôle était accompli, ouvrir la première brèche. D'autres voies poursuivaient désormais le travail. Julien Kessler-Hill reprit le cours de sa vie, loin de l'affaire. Ses archives familiales, conservées hors de France, intégrèrent une collection plus vaste sur la collaboration civile pendant l'occupation. Son histoire s'acheva sans acquittement ni condamnation explicite, seulement avec la reconnaissance que certains héritages sont indéniables, qu'il faut les replacer dans leur contexte. Plus largement, la France n'a présenté ni excuses officielles, ni reconnaissance directe des faits. Mais elle a permis une chose rare, laisser la question ouverte. Et dans ce contexte, cela constituait déjà une rupture significative. La conclusion a renforcé le thème central du récit. La véritable horreur réside non seulement dans ce qui s'est passé, mais aussi dans ce qui a été systématiquement soustrait au regard du public. Le manoir n'avait pas besoin d'être hanté. Il suffisait qu'il soit fonctionnel. Rien n'était entièrement résolu. Et pourtant, tout avait changé. Des années plus tard, Maison Grise Hill est restée fermée, mentionnée uniquement dans des rapports techniques et des notes de bas de page universitaires. Aucune plaque explicative n'a été installée. Aucun mémorial officiel n'a été inauguré. Néanmoins, les étudiants ont recoupé ces données dans leurs recherches, les historiens ont évoqué son architecture avec une prudence excessive et les demandes d'accès se sont multipliées suffisamment régulièrement pour empêcher sa disparition administrative. Le manoir ne pouvait plus raconter son histoire seule. Elle était devenue quelque chose de plus dangereux à oublier. Une question qu'on ne pouvait plus effacer. Si cette histoire a suscité quelque chose en vous, malaise, curiosité ou doute, c'est peut-être précisément pour cela qu'elle n'a pas été oubliée. Il existe des lieux, des documents et des silences qui attendent encore ceux qui osent les observer attentivement. Si vous souhaitez continuer à explorer de véritables mystères, des dossiers cachés et des histoires qui ont failli disparaître, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. D'où regardez-vous? Certaines histoires franchissent les frontières avant même d'être comprises.